Le rendu des uniformes, de l'organisation de l'armée, etc. est vraiment soigné. Bon, juste on ne se trouve pas au pied des pyramides. La bataille des pyramides, elle est à plusieurs kilomètres. Les canons ne tireront qu'à 800 mètres grand maximum. Et jamais de la vie on ira ébranler ne serait-ce qu'un cheveu sur la pyramide de Khéops. Bonjour, bienvenue dans Culture Pop, la série qui fait le lien entre les collections du musée de l'armée et le cinéma. Je suis Émilie Robe, chef du département du 19e siècle et de la symbolique, référente pour l'histoire napoléonienne au musée de l'armée. Et aujourd'hui on décrypte ensemble la bande-annonce, rien que la bande-annonce, du Napoléon de Ridley Scott. Alors la bande-annonce elle-même a fait un buzz assez incroyable. On la commande déjà dans tous les sens sur les réseaux. On entend même déjà parler d'erreurs historiques. Mais en fait, on est en train de parler de cinéma. À ma connaissance, jamais personne n'a reproché à un artiste comme Jacques-Louis David d'avoir commis des erreurs historiques. Dans son tableau, par exemple, il représente la mère de Napoléon au sacre, alors qu'elle n'y était pas. France 1793, c'est exactement en effet deux événements tout à fait cruciaux pour la carrière de Napoléon d'un côté et pour la politique de l'autre. La mort de la reine Marie-Antoinette, pas tout à fait dans les conditions qui vont être présentées par la bande-annonce, mais le sujet est d'emblée posé. Toulon doit servir d'exemple, sinon d'autres villes seront prises. Vous devez avoir vu le chaos qui règne dans la rue. Juste après la séquence avec Marie-Antoinette, on voit le général Bonaparte en train de discuter avec un beau gosse, facile à identifier avec sans doute Paul Barras, qui était le général en chef de l'armée de l'intérieur. Cette séquence de la bande-annonce montre tout simplement un entrelacement entre deux types d'événements. D'un côté, la Révolution, la terreur, qui fait le général Bonaparte et qui lui permet justement de gagner ses galons au siège de Toulon, qu'on va voir après. Et de l'autre côté, en 1795, une fois que Napoléon est devenu général, la façon dont il va s'associer à Paul Barras pour devenir le numéro 1 de la sécurité intérieure. Quel serait votre plan si vous deviez remplir cette mission de défense? Alors, le plan pour remplir une mission de défense, c'est d'emmener des canons dans Paris. On est en septembre 1795, au moment précis où Napoléon vient de devenir le second, le bras droit en quelque sorte de Barras, pour assurer la sécurité dans les rues de Paris, en proie à des émeutes royalistes opposées au gouvernement de la Révolution. Le plan, c'est tout simple, je prends des canons, je les mets face à la foule et s'ils ne se calment pas, on tire. Je vous ai promis. Oui, ensuite on passe dans une séquence qui est celle du siège de Toulon. La tenue qu'il porte est plutôt raisonnablement bien fichue pour un uniforme de la Révolution. On l'identifie bien, il a même son haut col d'officier. Par contre, il a des épaulettes de colonel. Bon, détail, c'est pas forcément facile de trouver les bonnes. Et surtout, c'est le fort de Toulon que les Toulonnais ne reconnaîtront peut-être pas tout à fait comme ça. Ça aussi, c'est du cinéma. Quel étrange costume portez-vous? Ceci est mon uniforme. La séquence suivante se passe dans un hôtel particulier, dans un de ces moments complètement fantasmatiques de la Révolution, pas sûr d'ailleurs que ça ait vraiment eu lieu, qu'on appelle les bals des victimes. Pour être associé, pour être invité dans un de ces bals de victimes, il fallait avoir au moins un de ses parents, un de ses proches qui avait été décapité par la guillotine. Et les femmes y portaient des costumes évoquant les chemises des condamnés à mort, avec le petit ruban rouge que vous voyez là autour du cou de Joséphine, évoquant aussi le sang et la décapitation. Quel est votre nom? Napoléon. Ce qui m'intéresse dans cette scène, c'est la façon dont il présente son uniforme. Il est en tenue de général, on le voit bien au chapeau, qui n'est pas son chapeau, le futur chapeau classique de Napoléon, qui a le galon doré d'un général de la République, donc c'est parfaitement réglementaire. Mais surtout, il le montre en opposition en réalité, il se montre en soldat de la République, par opposition à la jeunesse dorée qui fait la fête. Et ça présente très très bien le personnage. C'est une belle utilisation de l'uniforme. Napoléon se trouve ensuite en Égypte, donc il est commandant en chef de l'armée d'Égypte en 1798-1799. Et la première image, celle qui me frappe vraiment, c'est l'utilisation quasiment trait pour trait d'un tableau très célèbre de Jean-Léon Gérôme en 1867. Le rendu des uniformes, de l'organisation de l'armée, etc. est vraiment soigné. Bon, juste on ne se trouve pas au pied des pyramides. La bataille des pyramides, elle est à plusieurs kilomètres. Les canons ne tireront qu'à 800 mètres grand maximum. Et jamais de la vie on ira ébranler ne serait-ce qu'un cheveu sur la pyramide de Khéops. Je suis destiné à de grandes choses. Ça, c'est carrément vrai. Dès le départ, dès sa formation militaire, sa plus tendre jeunesse, on sait de Napoléon qu'il s'est vu, alors peut-être pas immédiatement en successeur d'Alexandre le Grand et César, mais on sait
qu'il avait envie d'inscrire son nom dans l'histoire. Ça, c'est très bien vu. Mais ceux au pouvoir ne me voient que comme un guerrier. Ensuite, on a une séquence de bataille un peu particulière où Napoléon charge à cheval. Très très rare, voire pas du tout. On le voit ensuite avec au milieu de ses hommes en train de quasiment faire un check avec eux, je pense, quelque chose du genre. Ça, c'est bien vu aussi. C'était vraiment quelqu'un qui a mis en avant sa proximité avec les soldats pour gagner leur fidélité. Je vous suggère le titre de roi. Je vous suggère de prendre le titre de roi. Ça aussi, c'est une bonne façon de présenter le sujet de l'ascension d'un homme qui n'a rien de sang royal, qui va devenir empereur. Et évidemment, la bande-annonce ne va pas nous dire pourquoi on choisit le titre d'empereur, mais il y a plein de bonnes raisons derrière, meilleur que le titre de roi. Il sera encore plus haut, en fait. Et ça, c'est un bon teasing aussi pour la suite. Pouvons-nous voter? Pouvons-nous voter? On est au moment du coup d'État du 18 Brumaire, donc à la fin de l'année 1799. Le général Bonaparte, associé à d'autres comploteurs, met en place un coup d'État et force le changement de gouvernement en prenant d'assaut la réunion des conseils de la République à Saint-Cloud. Donc là, c'est une très belle scène à mon sens qui montre la prise du pouvoir par la force et on voit très bien en plus les uniformes des grenadiers, leur magnifique bonnet à poil avec la petite cocarde à cul de singe sur l'arrière du bonnet. Ça c'est vraiment bien fichu et c'est rarement représenté. Évidemment, une petite ellipse. On passe ensuite dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, ou en tout cas le décor qui l'évoque, avec la séquence du sacre, très très proche des costumes, des tenues de l'ordonnancement de la cérémonie dans le tableau de David. Napoléon, quand il a visité l'atelier de David et qu'il a vu pour la première fois le tableau du sacre, il lui a dit « mais c'est plus que de la peinture, on marche dans ce tableau ». Et bien là, Ridley Scott, il a dit « non, non, on marche pas, on vole au-dessus, on est dedans, on est au milieu ». Enfin, c'est vraiment une forme de représentation de l'histoire au plus près et c'est jouissif, franchement. On ne voit pas tout à fait encore dans la bande-annonce les tenues de cérémonie des maréchaux, mais si jamais la production avait besoin, on a quelques modèles au musée de l'armée, donc la tenue du maréchal Ney et celle du maréchal Lannes, par exemple. Cette vermine a pris le monde en otage avec son égotisme et son manque de bonnes manières. En fait, la bande-annonce nous montre un épisode qui est sans doute celui de Waterloo, avec la cavalerie et les carrés qui sont aux mains entre Français et Anglais. Et ça n'est arrivé qu'une seule fois dans l'épisode des guerres napoléoniennes. Donc on est assez sûr en tout cas de l'épisode représenté. Après, on a Moscou en flammes, vraiment un flash de la ville de Moscou en flammes. Tu crois être un grand homme. Alors cette séquence, l'ascension de l'empereur, l'amant, le tyran, la légende, je la trouve assez intéressante parce que selon moi, elle parle vraiment bien du contenu du film. Tout est centré sur Napoléon, c'est ce qu'on voit. On ne voit pas son entourage, ou très peu. Ils sont présents mais plus comme décor. En tout cas, dans la bande-annonce, on sent vraiment qu'on est dans ce récit où il y a un héros unique et c'est comme ça qu'il a voulu écrire sa légende. Donc c'est comme si le film, en fait, pour moi, tel qu'il est présenté là, il ressemble au point de vue de Napoléon sur sa propre histoire. Pas forcément au point de vue de l'historien. L'Europe tout entière unit ses forces contre moi. Que se passera-t-il si tu reviens vaincu? L'Europe tout entière unit ses forces contre lui, ça c'est complètement vrai. Il y a un moment où il a été insupportable pour absolument tout le monde. Et en réalité, l'extension de l'Empire français ne pouvait pas continuer indéfiniment, la guerre nourrissant la guerre. On le voit marcher sur une carte. Et ça, c'est plutôt bien vu aussi, puisqu'on le sait, il y a des récits de l'époque qui le montrent allongé sur les cartes, les étudiants précisément, etc. Moins marcher dessus, en réalité, que pour être au plus près de chaque détail de ces immenses cartes d'état-major. Les petits plots avec les drapeaux, c'est pas tout à fait ça, mais c'est très clair et ça rend les choses assez lisibles. Dans deux séquences, au moins, on voit des drapeaux français dans leur style d'aujourd'hui, hein, avec le bleu du côté de la hampe, le blanc, le rouge en bande verticale. Alors c'est pas exactement comme ça que se présentent les drapeaux français qui montrent l'État, qui incarnent l'État à la Révolution française. En fait, c'est le gros bazar. Il y en a qui sont à bande horizontale, on a des drapeaux différents pour chaque unité de l'armée. La couleur bleu-blanc-rouge, elle est dominante. Ça, c'est clair, ça se voit sur toutes les cocardes. Mais le drapeau fixé tel qu'il est aujourd'hui, c'est un pavillon de marine exclusivement.
C'est seulement après 1830 que ça devient le drapeau officiel de la France. Majesté, on est découvert. Bien. On est sur la glace! C'est un piège! Je suis le premier à reconnaître mes erreurs. Seulement, je n'en fais jamais. Le roi de la punchline, et c'est vrai en plus. C'est vraiment un grand chef de la com. La dernière séquence montre sans doute Napoléon à Austerlitz, avec ce moment où, à la fin de la bataille, alors qu'une partie de l'armée austro-russe essaye de se replier, ils sont piégés par les glaces et beaucoup de ces soldats se noient. Majesté, on est découvert. Bien. On est à découvert, bien. Ça, c'est un élément critique de la façon dont a été racontée la bataille d'Austerlitz. On sait que c'est pas aussi simple que ça, que Napoléon a voulu raconter cette histoire de la bataille où il a fait exprès d'être en position de faiblesse pour attirer l'ennemi et ensuite faire en sorte de les prendre au piège. C'est sans doute pas aussi facile. Il a lui-même révisé sa lecture de l'histoire et sa transcription de l'événement pour qu'on la raconte de façon encore plus héroïque. Mais c'est une bonne façon de montrer aussi l'assurance de Napoléon. C'est selon moi une lecture qui correspond vraiment au regard qu'avait Napoléon sur sa propre légende, sur sa propre histoire et la façon dont il voulait qu'on se souvienne de lui. Et ça marche super bien. Donc on est très très impatient de découvrir le film, de pouvoir regarder tous les petits détails des épaulettes, des nœuds divers et variés et de vous les comparer avec l'ensemble des pièces du musée de l'armée. Mais surtout, on sait que Ridley Scott fait des films merveilleux. On sait qu'il a fait Les Duellistes, film de chevet de tous les amateurs de l'épopée napoléonienne. Revoyez-le. Et donc là, on attend avec impatience le mois de novembre.